c'est que on parle beaucoup du client mystère, du mystery shopping, ou du client ou de la visite qualité, ou de la visite mystère, etc. Mais en général, il y a un certain nombre d'idées fausses qui circulent sur cette technique, cette méthode. Or, le développement de la relation client et de la qualité de service, qui ne vous aura pas échappé, puisque constitue beaucoup de ce salon, impose de réfléchir et d'avoir une vue plus précise sur ce qu'est le mystery shopping et ces facteurs de mise en œuvre, s'assurer son succès dans le cadre de l'amélioration de la qualité de service et de la transformation des entreprises pour une meilleure satisfaction du client, donc une meilleure pérennité. Je suis Alain Dubreuil et je suis gouverneur d'une association qui s'appelle MSPA, qui est une association internationale, donc il y a quelques vocables anglo-saxons. MSPA, donc c'est Mystery Shopping Providers Association, c'est en fait l'association internationale des prestataires de Mystery Shopping. C'est une association relativement récente qui date de 15 ans et qui couvre le monde entier avec 4 grandes régions. Nous allons prochainement atteindre 350 membres et dont une part européenne qui est non négligeable puisque effectivement, nous avons beaucoup de succès en Europe et nous sommes loin d'avoir atteint tout notre potentiel. Et donc, j'en profite pour dire si certains de prestataires de visite mystère peuvent être intéressés, je serai à leur disposition pour leur parler de l'avantage de l'adhésion à MSPA. Ce qui nous rassemble, c'est un même sens des valeurs qui sont liées au mystery shopping et qui sont d'abord un code d'éthique, la mise en œuvre d'un code d'éthique et de bonnes pratiques, tout simplement parce que la visite mystère se caractérise par une délégation de responsabilité à une tierce personne pour aller observer ce qui se passe quelque part, dans un point de vente, un train ou ailleurs, un restaurant, un bureau de poste, un avion. Et donc, cette délégation de responsabilité peut être lourde de responsabilités ultérieures, notamment vis-à-vis des personnels qui sont évalués. Et donc, il est absolument indispensable qu'il y ait une charte de qualité, un code de déontologie qui soit respecté par le prestataire, qui soit respecté par les clients mystères. Et donc, notre rôle, notre mission a été de définir ce que devait être ce code d'éthique qui est ici, un code d'éthique qui est le même pour le monde entier, qui a été mis au point dans par tous les pays du monde, ainsi qu'un certain nombre de règles de bonnes pratiques pour la mise en œuvre et des clients mystères. Et donc, ceci étant destiné à assurer une qualité de prestation que nos clients apprécient ou qui peuvent servir lors d'un appel d'offres pour faire la différence entre une société qui respecte une charte d'éthique et une autre qui peut avoir une éthique mais qui au moins ne respecte pas cette charte. Donc notre vocation et nos actions sont très simples, c'est mettre en relation, apprendre et partager. Donc nous développons un certain nombre d'actions pour mettre en relation nos membres entre eux et faire en sorte qu'ils puissent apprendre de chacun, mettre en relation les clients avec les membres de MSPA. Apprendre est une chose très importante pour nous puisque nous avons des ateliers, nous avons un système de certification des clients mystères. Nous éduquons nous éduquons nous-mêmes tout le temps, on n'a jamais fini d'apprendre. Et nous apprenons également beaucoup, notamment de notre conférence annuelle où nous réunissons tous nos membres. Par exemple, elle est le mois prochain à Bucarest, nous serons environ 180 de 43 pays différents. Et nous échangeons, nous partageons, nous apprenons pour mieux faire notre métier. Et puisque vous êtes un certain nombre d'annonceurs à être dans la salle, eh bien pour être davantage à votre service. Donc ce préambule étant fait, je vous propose l'organisation suivante. Il y a ici 4 entreprises, La Poste, McDonald's France, avec le point de vue du franchiseur et le point de vue du franchisé, Air France et Veolia Transdev.
Ils vont se présenter. Nous nous sommes donné 45 minutes sur 1 heure, donc j'ai déjà mangé 5 minutes. Nous nous sommes donné 45 minutes d'exposé ou de débat, et ensuite 10 minutes de questions-réponses que nous pourrons éventuellement prolonger puisque nous avons la disposition de la salle à l'issue de cette table ronde. Donc gardez vos questions en réserve, d'autant qu'il est possible que l'intervenant suivant ou que la discussion suivante permette d'apporter une réponse à votre question. Nous sommes donc, je me suis déjà présenté, donc je suis un ancien prestataire de clients mystères. J'ai monté une société que j'ai développée, que j'ai fait tourner pendant 15 ans avant de la revendre pour aller découler des jours heureux après cette vie bien remplie. Et je laisse donc à mes voisins le soin de se présenter et de dire qui ils sont et ce qu'ils vont nous dire. Donc, Monsieur Kéra-Aimant, s'il vous plaît. Ah, vous avez la parole. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Xavier Kéral, je suis le directeur qualité du groupe La Poste. Donc, je suis très heureux d'être là sur un sujet comme celui d'aujourd'hui parce que dans le cadre de la transformation de la Poste, le sujet de la mesure, le sujet du pilotage, évidemment, est clé. Et l'idée, évidemment, est de pouvoir montrer concrètement comment nous avons fait cette grande transformation de service. Comme vous le savez, les enjeux pour la Poste sont essentiels. C'est de pouvoir se réinventer sans cesse pour être toujours un acteur du lien et un acteur dans le quotidien de tout le monde. La Poste, ce sont des flux industriels très importants, des milliards de lettres et des millions de colis. Mais ce sont aussi 2 millions de Français qui rentrent tous les jours dans les bureaux de poste. Et ce sont 10 millions de clients à la banque postale. Voilà. Donc avec ça, on nous dit maintenant, pour être un grand groupe de services, il faut donc que, à chaque fois que le client entre en interaction avec nous, quel que soit l'acteur, est-ce que c'est en physique, le bureau, le facteur, le livreur, le conseiller bancaire, ou à distance, le téléphone, Internet, par courrier, par Twitter, etc. Il faut que ce soit à chaque fois réussi. Sinon, in fine, le client dira non. En perception, voire en réalisation, la prestation que vous avez livrée ne me va pas et donc je ne peux pas dire que vous êtes un grand groupe de services. Voilà pourquoi dans les grands chantiers, avec évidemment la modestie qui est nécessaire par rapport à ce métier de la relation client et de la qualité de service, c'est d'essayer de faire en sorte qu'on s'améliore sur l'ensemble des métiers et avec l'ensemble des acteurs de la Poste. Et donc, on a à la Poste évidemment des outils, des baromètres très importants pour mesurer la qualité perçue, la qualité réalisée sur la lettre, sur le colis, sur la banque, sur le téléphone, etc. Mais dans le cadre d'un des grands chantiers que j'ai eu l'honneur de piloter avec Raphaël Collat qui est dans la salle, ça a été justement de regarder comment on pouvait transformer les bureaux de poste, puisque là était l'irritant majeur des clients qui nous disaient évidemment tant que vous avez vos files d'attente, c'est pas la peine d'imaginer une seconde qu'on dira que vous êtes un grand groupe de services. Donc c'est un grand chantier qui a débuté en 2008 et parmi l'ensemble des outils utilisés, les visites qualité, nous on les a appelés les visites qualité, ont joué un rôle clé. Donc voilà pourquoi je suis là aujourd'hui et donc je rentrerai ensuite un petit peu dans le détail sur la façon dont on a utilisé ce magnifique outil. Merci Monsieur Kéram. Monsieur. Bonjour à tous, Eric Sadier, manager aux opérations nationales pour McDonald's France. Je suis en charge Je m'occupe particulièrement de tous les outils de mesure pour McDonald's, dont les visites mystères, qui est une très longue histoire chez McDonald's, puisque nous travaillons depuis près de 20 ans avec une entreprise pour... Vous m'entendez mieux ? Donc je disais que les visites mystères est une très longue histoire chez McDonald's, puisque nous travaillons depuis près de 20 ans avec un institut de visites mystères pour recenser la satisfaction de nos clients, la qualité, c'est bon, nos pistes d'amélioration sur le service, la propreté.
Ces critères de notation, ces visites mystères sont appliqués partout dans le monde, dans tous les pays au monde, sous le même format, la même grille. Ça fait partie de notre ADN aujourd'hui. Et nous sommes tous évalués, du dirigeant mondial aux équipiers dans les restaurants, sur ces mêmes grilles, sur ces mêmes outils, ces mêmes notations qui résultent de ces visites mystères. En France, dont je m'occupe particulièrement, nous réalisons chaque mois 2400 visites dans nos restaurants. Chaque restaurant est audité 2 fois par mois par un enquêteur mystère. Bonjour à tous, alors je vais essayer désolé pour le son, donc de ne pas vous crier dessus, mais de quand même me faire entendre. Donc vous m'aidez en me faisant des petits signes pour voir si c'est bien ou pas. Donc je suis Jean-Louis Minot, je suis franchisé de 3 restaurants McDonald's. Le temps passe vite pour moi, donc ça fait maintenant plus de 25 ans que je travaille pour McDonald's. J'ai notamment été directeur des opérations nationales, donc salarié de McDo, au moment où on a construit et mis en place. Et donc j'ai été en charge de la mise en place du programme de visite mystère pour McDonald's en France vers la fin des années 90. Et maintenant, en tant que franchisé, je suis aussi président du groupement des franchisés qui travaillent en collaboration avec les équipes McDonald's sur les sujets opération et exploitation restaurant. Bonjour, je suis Bertrand Visconti. Je suis responsable de ce qu'on appelle le Customer Insight pour Air France et KLM. Qu'est-ce que c'est que le Customer Insight? C'est en fait tout ce qui est lié à la connaissance du client. Et ça inclut notamment la mesure de la satisfaction et la mesure de la conformité de nos produits et de nos services. Donc j'en profiterai tout à l'heure pour vous dire un petit peu ce qu'on fait en termes de qualité, parce que comme vous l'imaginez, c'est au cœur de nos préoccupations. Et je vous parlerai un petit peu de la période de transition que nous vivons en termes d'outils, en termes de fonctionnement, pour pouvoir irradier beaucoup plus en termes d'indices de satisfaction et de conformité qu'auparavant. Bonjour, vous m'entendez? En plus, moi j'ai mal à la gorge, alors je m'appelle Marielle Villamot, je suis directeur du marketing corporate d'une entreprise qui s'appelle Transdev et qui fait du transport de voyageurs, alors pas aussi bien qu'Air France, parce qu'on fait du transport urbain et périurbain, sur ferry, bus, car, taxi. Donc c'est des voyages moins chers, moins agréables souvent. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que ce sont des déplacements que l'on fait dans le cadre d'un contrat de gestion délégué. C'est-à-dire que celui qui définit le contour de la qualité, c'est le client politique. Ce sont vos élus qui définissent les niveaux de qualité attendus et qui adore littéralement mesurer la qualité produite à des fins évidentes de sanctions si nous ne délivrons pas. Donc l'histoire de Veolia Transdev et du Mystery Shopper, c'est comment dans un environnement où le Mystery Shopper est un contrôle, une sanction et une pénalité, on peut l'utiliser pour construire un outil de pilotage de la qualité et de la transformation, et je rejoins La Poste, à des fins d'amélioration continue, mais aussi à des fins de différenciation par rapport aux autres opérateurs qui sont nos concurrents. Comment faire du Mystery Shopper un des outils de la différence avec laquelle nous gérons le transport public de voyageurs. Voilà, c'est l'histoire que je vais vous raconter, enfin si la voix me le permet et la qualité du son aussi. Merci en tout cas d'être là, d'être présente, bien que votre voix, elle est très bien, votre voix. Par contre, je me rends compte qu'il faut parler assez fort parce qu'il y a un brouhaha qui est relativement important. Voilà. Il y a quelques conférences qui se passent bien, ça arrive. Ouais, bon. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de structurer la discussion en 3 thèmes. L'exposé du dispositif, bon, pas forcément dans tous les détails, vu que nous sommes 4 entreprises, mais quand même suffisamment pour planter le décor et montrer depuis combien de temps, comment ça marche, combien il y a de contrôles, qui fait les contrôles, qu'est-ce que l'on contrôle finalement, et pourquoi on contrôle ceci et pas cela. Ensuite, dans un deuxième temps, on traitera de l'exploitation des résultats. Qu'est-ce qu'on fait avec toute la masse de données que les visiteurs mystères récoltent
à chaque visite, qu'est-ce que l'entreprise en fait, comment elle les diffuse, et puis ensuite, c'est qu'est-ce qu'on fait entre deux mesures pour que le client mystère participe au processus de changement et que l'entreprise se transforme. On verra que ce n'est pas toujours très simple et que c'est en général une opération de longue haleine. Donc, on ne change pas une équipe qui gagne, donc je vais donner la parole à mon voisin de droite et je vous propose que les exposés se déroulent dans cet ordre-là, quitte à ce que nous puissions intervenir les uns les autres lorsque la conversation entre nous sera lancée. Gardez vos questions, j'espère qu'elles seront nombreuses et nous y répondrons avec grand plaisir. Alors moi je vais zoomer sur les bureaux de poste avec ce chantier. En fait, l'idée a été de se dire en étant avec les différents acteurs des bureaux de poste, les clients, les guichetiers et les patrons des bureaux de poste, qu'est-ce qui n'allait pas pour entraîner tous ces dysfonctionnements et ces files d'attente, et de voir finalement assez vite que à partir du moment où on fait des opérations qui ont des temps d'opération assez longs ou assez différents dans un bureau de poste, le fait d'avoir toutes les opérations les unes derrière les autres, c'est forcément quelque chose qui doit poser problème. La difficulté, c'est que quand on est dans le territoire du service public, le service public, c'est l'égalité, et l'égalité, c'est tout le monde pareil. Alors comment je fais de la différenciation par rapport à des clients qui viennent pour des opérations différentes et des temps différents? Donc ça fait partie évidemment du chantier de conviction. Mais une fois que le travail est fait, de se rendre compte qu'il faut, on va dire, modifier complètement l'espace, la relation, le circuit, l'énergie qu'il peut y avoir dans un bureau, ce qui va compter, c'est les outils qu'on va donner aux guichetiers. Et donc le premier travail a été de faire le parcours du client juste avant d'arriver dans le bureau et juste en sortant, et de définir très précisément avec les mots des guichetiers, avec les attentes des clients, le parcours client, et donc des standards de service pour chaque moment important pour le client dans son parcours dans le bureau de poste. J'arrive, comment je suis accueilli, comment je m'oriente, est-ce que le bureau est propre, est-ce que les automates fonctionnent, combien de temps je mets pour être servi, est-ce que l'information sur la réglementation, les prix est là, etc. Donc on a vraiment défini tout ce qui est important pour le client dans son parcours au sein d'un bureau. On a fait ça d'abord dans 40 bureaux, puis dans 1000 et aujourd'hui dans les 2000 plus gros bureaux de France. Donc c'est des bureaux où vous avez entre 700, 1500, 2000 clients par jour, comme à Toulouse. Et donc vous avez forcément des interactions en permanence. Et donc tout l'enjeu pour nous était de donner des outils aux guichetiers. Une fois qu'on a fait cet exercice, c'est là où on est en plein dans notre sujet. On voit bien que c'est bien de savoir ce qu'on peut faire, mais si on veut être dans de la qualité client, il faut s'engager sur évidemment une qualité de service et en particulier sur un temps de réaction. Et donc on peut évidemment pas se passer de la mesure, savoir où on en est sur un chemin, parce qu'au début on n'a pas annoncé les engagements, mais on savait qu'on allait sur 5 minutes pour aller chercher un colis à recommander, donc il est important de savoir quelle était la situation dans chaque bureau et de pouvoir suivre les améliorations au fur et à mesure pour savoir si on était sur le bon chemin. Et c'est là qu'est apparue l'évidence ou la nécessité de mettre en place des visites qualité, on les a appelées comme ça dans les bureaux de poste. Donc 3 visites par mois dans les 2000 plus gros bureaux de poste. Sur 11 mois, on était à plus de 60 000 visites mystères, 60 000 visites qualité par an dans les 2000 plus gros bureaux de poste de France. Et chaque visiteur, c'était une société extérieure qui avait été choisie, chaque visiteur avait en fait la liste des standards de service et disait de façon extrêmement rapide, j'ai été accueilli, oui, non, avec le sourire, oui, non, j'ai mis tant de temps, voilà, les automates fonctionnent pas, le bureau est propre, pas propre, etc. Et donc c'est quelque chose qui est qui est un vrai choix d'entreprise, parce qu'il faut, par rapport, vous imaginez, au monde de la poste, au monde des guichetiers, d'arriver avec
avec la logique des visites mystères pour aller regarder comment ça se passe. Il y a donc un énorme enjeu d'accompagnement sur... ce n'est pas des visites qui vont venir sanctionner, ce ne sont pas des visites qui vont venir contrôler, ce sont des visites qui vont vous aider à savoir où vous en êtes sur le chemin. Alors c'est facile de le dire aujourd'hui, il faut évidemment beaucoup de conviction, mais surtout il faut aussi arriver à montrer que c'est un vrai choix d'entreprise, parce que c'est un budget important pour l'entreprise de faire ça. Et ensuite c'est un dispositif évidemment où le résultat des visites mystères est connu de tous. Donc nous on l'a mis sur l'intranet, donc on laisse quelques jours après la visite du visiteur mystère pour vérifier que il n'y a pas de contestation. Et s'il n'y a pas de contestation, on le met en ligne sur l'intranet. Dans le chantier, un point très important, ça a été de convaincre les patrons des bureaux de poste que le thermomètre était juste. Et donc, on a énormément travaillé avec la société qui nous a aidés à faire l'exercice pour avoir toutes les preuves de professionnalisme sur la qualité de ces visites. Et on a même mis en place un dispositif de réclamation, c'est-à-dire que si un patron de bureau de poste contestait le résultat de la visite, on le prenait forcément, on écoutait et on regardait ce qui s'était passé et on décidait de retenir ou pas la visite mystère. Car dans cette affaire, ce qui compte absolument, c'est que le corps social et en particulier les 2000 patrons de bureau de poste acceptent ce thermomètre comme un vrai thermomètre, sachant que c'est un outil pour s'améliorer. Et donc, un des enjeux très importants pour nous, ça a été de faire passer la conviction, garantir que ce thermomètre était juste. S'il y a des contestations, on prend toujours les contestations et on va regarder visite par visite. Vous avez dans les bureaux de poste, vous avez des caméras pour la sécurité, donc c'est parfois assez facile de dire à 12h12, il n'y avait personne, c'est pas possible que. Donc il faut savoir que c'est des choses qui ont été très importantes. Mais aujourd'hui, c'est un outil qui est complètement accepté. Et je crois que là où on a le plus réussi, c'est de réussir à convaincre que c'était vraiment un outil pour s'améliorer, pour savoir où j'en suis sur le chemin, parmi tous les outils que vous mettez à ma disposition, et surtout pas un dispositif de contrôle, de sanction, même si le résultat des visites qualité va rentrer dans une partie de la part variable du patron du bureau de poste. Donc vous pensez que c'est d'autant plus regardé. Merci. Il y a déjà énormément de choses qui ont été dites. Pour les spécialistes apprécieront. Monsieur Sadier, c'est à vous. Oui, je vais retenter le micro, vous m'entendez? Oui. Donc pour McDonald's, le système de notation pour les visites mystères se réalise par 2 visites par mois et par restaurant. Ce qui est important pour les visites mystères, c'est d'avoir une grille établie, des règles et une connaissance pour tous, du directeur, de l'entreprise jusqu'aux employés, sur les résultats, la manière dont on les interprète, pour pouvoir les exploiter et faire en sorte que ça devienne de l'accompagnement, ce que nous recherchons. Voilà, avant que ce ne soit de la sanction. Il est aussi important de donner une échéance sur la lecture de ces résultats. Nous, dans nos restaurants, nous analysons, nous avons 2 visites par mois qui vont couvrir sur une année entière l'ensemble des canaux de service, le drive, le comptoir, d'autres canaux de service qui peuvent être les kiosques. En un an, on a une vision complète avec 24 visites sur l'ensemble des créneaux de journée, le midi, le soir, des jours de forte affluence, des jours de faible affluence, drive, comptoir, comme je vous l'ai dit. Et cette lecture sur un an nous permet d'avoir une tendance sur les choses que nous pouvons mettre en place pour améliorer nos résultats. Ça peut passer par des améliorations d'équipement, des développements opérationnels pour modifier nos comptoirs, modifier notre modèle de service. Et ça peut passer également par des besoins en formation. Si on a développé un plan de formation ou de nouveaux outils pour améliorer notre service, on va s'apercevoir par exemple au travers des visites mystères que le message qu'on a déployé, qu'on a passé par on a un fil de service en fait des conseillers régionaux,
que ce message n'est pas arrivé dans les restaurants comme on le souhaitait, de par la communication qu'on en a faite. Donc on va reprendre le message, on va retravailler nos outils de formation pour s'assurer que l'ambition qu'on avait à la base arrive bien par les employés, est bien assimilée, bien comprise et bien restituée au profit du service des clients. Monsieur Binot, est-ce que Oui, le alors, franchisé partage Absolument. ce point de vue? En plus, on va pas régler nos comptes ici. Non. Oui, ici, on peut ajouter une ou deux choses. Donc, sur la question de la mise à disposition de l'information, qui était une des questions, ce qui est très important, c'est que rapidement, tout le monde puisse avoir accès aux résultats de ces visites mystères. Donc, il y a un intranet qui a été développé par notre prestataire de service. Les résultats des visites mystères s'intègrent aussi dans un autre intranet plus général dans Est-ce que lequel vous pouvez vous rapprocher du micro? Oui. Donc on a deux sites, deux intranets si vous voulez, qui sont à disposition des équipes des restaurants pour pouvoir très rapidement voir le résultat de ces visites mystères. Et un des challenges dans les organisations en réseau comme les nôtres, c'est que en fait rapidement tous les acteurs puissent avoir accès aux résultats de ces visites, et notamment ceux qui sont en contact direct avec la clientèle. Donc il ne faut surtout pas que ça s'arrête aux franchisés ou aux responsables de restaurants, mais un des challenges, c'est d'arriver à impliquer tout le monde dans les points de vente, et notamment ceux qui vont effectivement produire de la qualité et produire du service. Donc ça, c'est une des choses importantes. Pour rajouter sur ce que vous disiez, Monsieur Kera, sur la question de la qualité et du fait que le réseau doit pouvoir s'approprier l'outil parce qu'il a confiance dans la qualité des visites. Donc il faut savoir, quand on monte un outil, qu'il y aura toujours de la non-qualité, donc il y aura toujours des visites qui seront pas faites correctement. La 100% qualité n'existe pas. Donc ça, c'est à réfléchir dès le début, de savoir quel est le taux de non-qualité que l'on veut accepter ou pas, et d'en discuter avec son prestataire de service, et de l'impliquer bien sûr sur les résultats à ce sujet. Et ce qui est très important aussi, c'est d'avoir beaucoup de transparence. Donc comme vous le disiez, chez nous c'est pareil, quand les résultats des visites mystères arrivent, si les résultats ne sont pas bons dans les restaurants, ils se précipitent sur les vidéos, en tout cas ceux qui sont impliqués sur le sujet, et ils vont essayer de voir si la parole de l'enquêteur mystère effectivement est vérité. Donc on a des moyens de vérifier. Mais au-delà de ça, l'outil, comme on l'a développé, c'est qu'on met même à disposition du réseau les résultats de non-qualité. Donc chez McDonald's, on essaye d'avoir moins d'1% de non-qualité sur les visites, c'est-à-dire celles qui effectivement sont contestées, et les contestations au bout du compte sont acceptées. Donc on essaye d'avoir moins d'1%, mais c'est à tout moment très facile pour le réseau d'aller voir quel est ce taux de non-qualité. Donc ça, c'est important par rapport à la confiance. Et puis voilà, 2 points que je voulais rajouter par rapport à ça. Est-ce que vous avez mis en place chez McDonald's un dispositif spécial pour améliorer ou garantir la qualité de la prestation du prestataire et du client mystère, sachant donc que vous réalisez un nombre très important de visites dans l'année? Alors oui, effectivement, nous suivons de très près la qualité. Donc, comme le disait Jean-Louis, nous avons un tableau de bord qualité qui est accessible par tous les restaurants McDonald's, par l'ensemble des gens qui ont accès à notre intranet. Nous réalisons également de nombreuses réunions ou des points téléphoniques très réguliers avec notre prestataire qui est très attentif à la qualité des visites. Donc, à titre d'exemple, on a des focus qui sont envoyés aux clients mystères pour leur expliquer que revenir sur des critères de notation, comment on note par exemple les frites dans les restaurants, et on remet l'emphase sur les notations au fur et à mesure pour garantir le bon déroulé des visites. Juste un petit point par rapport à ce que disait Jean-Louis, ce qui est vraiment très important, comme le disait très bien Jean-Louis, on ne peut pas avoir 100% de qualité sur un nombre de visites important. Et la manière dont vont être traitées les visites qui ne sont pas de qualité ou qui nous sont remontées vont donner le ton ou le là sur la crédibilité de l'outil. C'est l'élément qui va faire que le franchisé ou le restaurant va continuer et croire en l'outil et lui donner et le prendre comme un bon outil d'accompagnement, ou à un moment donné décrocher et se dire cet outil ne m'apporte rien parce qu'à un moment donné j'ai eu quelque chose qui s'est passé dans mon restaurant qui n'était pas juste, qui n'était pas justifié, donc je ne suis plus l'outil, je ne crois plus au résultat. Donc
il est très important d'être très réactif sur le traitement des visites, des contestations qui peuvent nous être remontées, d'apporter les bonnes réponses, et parfois, dans des règles qui sont extrêmement nécessaires pour assurer chez nous 2400 visites, on est obligé d'avoir un cahier des charges très strict, très figé. Il faut savoir faire aussi une appréciation d'une situation exceptionnelle et afin que l'outil conserve sa crédibilité. Je vous donne un exemple. Je pense que vous êtes tous déjà passés au moins une fois chez McDonald's. Un restaurant qui va subir un gros problème électrique où on va avoir l'ensemble des grilles par exemple qui vont tomber en panne. L'expérience va être catastrophique. Sur cette notation, le franchisé a la notation, le restaurant a la notation, il sait ce qui s'est passé, mais on va sortir la sanction, uniquement la sanction sur cette note. On ne va pas la mettre de côté, le constat est fait, mais on va sortir l'aspect sanction uniquement par rapport à cette situation exceptionnelle. Voilà, ce qui permet de garder des fois, donc ça arrive, pour vous donner, comme vous l'a dit Jean-Louis, c'est 1% de nos visites par mois qui vont être traitées dans ce cadre, d'être toujours sur ce fil qui est très très fragile de la crédibilité de l'outil et d'en faire toujours, de faire en sorte que les restaurants gardent le verre à moitié plein et continuent à travailler avec cet outil comme un accompagnement et tirer les enseignements pour mettre de nouveaux moyens en place pour améliorer la satisfaction des clients. Merci, Monsieur Salier. Monsieur Visconti, comment se présente le dispositif mis en place à Air France ? En fait, il y a pas mal de points en fait, qui ont déjà été mentionnés par mes collègues intervenants. Mais comment ça se passe chez nous ? Donc, on mesure deux aspects de la relation client. Il y a tout d'abord la satisfaction sur nos produits et services. En fait, est-ce que j'aime beaucoup ? J'aime pas du tout. Et il y a un point que je développerai un peu plus, qui est la mesure de la conformité via les clients mystères. Donc, c'est en fait oui ou non. Est-ce qu'il y avait une livraison prioritaire des bagages ? Oui, non. Est-ce que j'avais mon plat chaud à bord ? Oui, non. Est-ce qu'on m'a salué à l'entrée de l'avion ? Oui, non. Donc sur ce point, on est en train de passer en fait d'une phase un peu traditionnelle, je dirais, avec des clients mystères avec qui nous travaillons avec un prestataire qui suivait un petit peu en fait un questionnaire qui était une promesse de services et de produits faite par Air France et KLM. Mais je dois dire qu'on s'est un petit peu heurté à la taille de notre réseau. C'est vrai que vérifier la conformité de nos services à Abidjan, à Tahiti en nombre suffisant pour être représentatif, c'est pas facile en termes de logistique. Ça coûte un petit peu cher. Et en termes de délai de traitement, etc., c'est un petit peu long. Donc en fait, on est en train de lancer en ce moment quelque chose d'un petit peu plus nouveau, qui est de proposer à nos meilleurs clients d'être clients mystères. C'est-à-dire qu'en fait, on va proposer à nos passagers Flying Blue de participer à la démarche d'amélioration de la qualité dans l'entreprise, de jouer eux-mêmes le client mystère. C'est-à-dire qu'en fait, on leur demande « acceptez-vous » et je dois dire qu'on a un taux de réponse très élevé. Et suite à ça, on va leur proposer lors de leur prochain vol, suite à un logiciel algorithmique, je dirais, qui va identifier de quel passager on a besoin, on va lui proposer de vérifier l'exactitude de nos services en termes de conformité. Avec un programme par la suite d'association de ces passagers, travailler avec eux, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, donc vraiment les impliquer dans la stratégie de l'entreprise, mais nous avons trouvé que c'était intéressant en fait, de faire de ces clients des partenaires et pas seulement des passagers. Donc c'est quelque chose que nous lançons maintenant. Comment ça fonctionne après ? Après, tout ça arrive dans une base de données qui, de façon extrêmement sympa, facile à lire, facile à utiliser, délivre pratiquement dans toute l'entreprise les résultats de conformité sur chaque produit et sur chaque service. Et ce que nous avons fait aussi, c'est que nous avons lié ces résultats avec la même interface, avec des résultats de satisfaction. En gros, un utilisateur, un chef d'escale, je dirais, ou un chef de cabine, peut savoir premièrement si le client a eu son choix de plat chaud et deuxièmement s'il a été content de son choix de plat chaud. Cette démarche-là est suivie à deux niveaux, au sein de l'entreprise, au niveau de la direction générale bien sûr, qui va plus analyser la non-conformité, mais ce qu'on a voulu surtout, c'est rendre au niveau des utilisateurs ces résultats extrêmement actionnables. C'est-à-dire, à partir de ce que je vois, je sais quel est le plan d'action que je dois mettre en place. Et je dois dire que c'est pour nous un des composants de base, parce qu'il s'agit de notre promesse client. Donc,
comme on s'engage sur un certain nombre de produits, quand on s'engage sur un certain nombre de services, est-ce qu'on tient notre parole? Est-ce qu'on délivre ce qu'on doit? Donc c'est une démarche que je trouve intéressante, qu'on est en train de lancer maintenant et qui devrait porter ses fruits dans quelques mois. Pour donner un ordre d'idée de volume, comme mes camarades, bon, nous c'est un petit peu particulier, mais nous avons comme objectif d'avoir une visite par semaine, par vol, par classe de voyage. Donc je ne sais pas si c'est très parlant pour vous, mais enfin c'est un vrai programme derrière d'analyse permanente du résultat et de la conformité qu'on met en place pour en faire un outil de management extrêmement puissant. Merci, Madame Villamot. Alors, Alors, Transdev, la suite de l'histoire. que Donc, s'y passe-t-il? je vous rappelle que nous, on a donc un cadre qualité qui est défini par notre client institutionnel. Et ce client institutionnel, il est là pour sanctionner la non-conformité sur des éléments extrêmement nécessaires, mais qui ne sont plus suffisants. Ponctualité, propreté. Donc, nous, notre sujet, c'est ce premier sujet-là, c'est comment convaincre le client institutionnel qu'il est nécessaire, à part de vous faire venir Monsieur Dubreuil pour raconter les vertus du Mystery Shopper à tous les clients institutionnels. On est dans 27 pays, ça va vous faire beaucoup voyager. On est présent dans 43 pays. D'accord. Donc, à part faire ça, En Europe. il y a quand même une pédagogie et un effort d'explication et de conviction à porter sur la nécessité de changer ou d'enrichir les dimensions de la mesure du visiteur mystère. Premier sujet. Donc, premier obstacle. Deuxième obstacle, on est dans un environnement qui n'est pas normé. C'est-à-dire que nous, la taille du siège, ça ne correspond pas à l'épaisseur de la viande de McDo. Il n'y a pas un guide des normes qui dit que dans tous les réseaux du monde entier, la qualité, la hauteur de marche, la taille des sièges, comme dans vos classes d'ailleurs, seront les mêmes. Donc, quand vous êtes dans du métro à Bombay, ça n'a rien à voir à être dans un ferry à Göteborg. Donc, on est dans un univers extrêmement hétérogène, extrêmement décentralisé. Et le patron d'amélioration de la qualité, c'est le directeur du réseau. C'est-à-dire, c'est le monsieur qui gère le réseau de ferry de Göteborg ou le métro de Bombay. Donc, lui, ce qu'il veut, c'est avoir un outil sans doute meilleur que celui que le client lui impose, tout à fait adapté à sa problématique et à ses moyens. Vous parlez d'une mesure par ligne, par semaine, par classe. Nous, on fait, dans certains pays, 4 mesures par an. C'est le cas de Dublin. Parfois, 1 mesure par an. Donc, vous voyez un peu d'où on vient. Hein. Alors, on ne sait pas où on va, mais on sait d'où on vient. Donc, par rapport à ça, effectivement, il y a, pour le patron du réseau, la nécessité de rentrer déjà dans ce qui a été son cadre imposé en matière de mesures et de moyens. Mais à partir de ça, nous, notre ambition, ça a été de dire, on peut construire une démarche qui soit à 80% applicable dans l'ensemble des modes, bateau, train, etc., dans l'ensemble des situations, la chaleur, le froid, et qui permettent à chaque réseau, puisque nous, notre client, c'est notre premier client, enfin le client interne, c'est le patron du réseau, hein. Bon, un peu comme vous, le franchisé, et qui va vous permettre, monsieur le client du réseau, de produire, d'améliorer la qualité, mais surtout d'avoir une amélioration continue de votre performance et de montrer à votre client institutionnel que vous faites ça mieux que les concurrents. Donc on a construit, et c'est Clotilde qui est ici présente, un atelier co-construction. Alors la Poste est exemplaire en matière de co-construction, je tiens à le dire. Le travail qu'ils ont fait sur leurs agences commerciales est absolument extraordinaire. Donc modestement, on a réuni les directeurs de plusieurs réseaux, la qualité, le marketing, le service client de plusieurs pays pour construire une démarche par scénario, par mode, qui nous permettent de rentrer dans des enveloppes budgétaires qui correspondent à la réalité, parce que si vous arrivez, vous allez dire, on a un truc super, c'est la Rolls de l'industrie du transport public, pas la Rolls du monde entier des mystery shoppers.
mais ça va vous coûter 5 fois plus, il y a peu de chances qu'il le fasse. Et surtout, vous allez avoir, et ça je pense que c'est une constante, en instantanéité, sur un intranet, tous les dashboards qui vont vous permettre de mesurer votre performance, de vous préparer à la présentation de ces résultats auprès de votre client institutionnel et donc de rentrer dans une démarche d'amélioration continue. Donc méthode des scénarios, flexibilité sur les échantillons, respect de la saisonnalité des mesures, parce que c'est la réalité du terrain, mais quand même de l'audace, parce que aller voir un client institutionnel en disant, vous savez, votre truc, c'est assez moyen, on a fait un benchmark, franchement, le mystery shopper du transport public, il est plutôt dans la catégorie peut mieux faire que dans la catégorie pas mal. Donc, aller voir un client institutionnel, lui annoncer qu'il faut qu'il fasse un saut qualitatif en rentrant un autre sujet qui a été dit dans le parcours client. Et on sait que le parcours client, ce n'est pas le moment où je rentre dans le bus, c'est le moment où je décide de prendre le bus. Ça commence par un calculateur d'itinéraire, ça dépend par le chemin jusqu'au bus, ça dépend par la qualité de l'arrêt du bus, les horaires, l'information en temps réel, etc., jusqu'au moment où j'arrive à destination. Donc c'est de l'audace, de la conviction. Et dernier élément, là peut-être qu'on a fait un peu mieux que vous tous, enfin je ne sais pas, j'espère qu'on va peut-être briller sur un petit sujet, c'est que nous, on a décidé qu'il y avait un carré vertueux de la qualité et de ce qu'on appelle the Ultimate Customer Experience, qui est en fait d'intégrer l'étude de satisfaction, la formation à la relation, à l'excellence relationnelle, le système de gestion des réclamations et le mystery shopper. Donc en fait, on travaille dans un système avec 4 pôles qui se dialoguent entre eux de façon à ce que tous... Pourquoi on fait ça ? Évidemment, parce que quand on fait une mesure par an de mystery shopper, si on n'a pas des indicateurs d'insatisfaction au quotidien qui remontent par les réclamations ou les mesures de la satisfaction qui donnent aussi une forme d'indication, eh bien, il peut se passer beaucoup de choses en un an. C'est tout à fait passionnant, parce que c'est une expérience, disons, un peu différente de la normale. Mais comment avez-vous pu convaincre vos clients ? Est-ce vous qui l'avez fait ou avez-vous laissé le directeur du réseau convaincre son patron institutionnel que c'était un outil d'amélioration et donc qu'il fallait faire suivre les résultats, la publication des résultats, en mettant en œuvre un dispositif pour améliorer ces résultats d'ici la visite suivante ? Quand vous allez voir un client et que vous lui dites il faut qu'on améliore la satisfaction, il ne faut quand même pas oublier que nos clients institutionnels, et ça va être très intéressant parce que chaque fois qu'il y a une élection municipale, le sujet des transports publics est quand même, avec celui de l'insécurité et du chômage, c'est quand même les 3 sujets qu'on voit portés par les maires des grandes villes ou des petites villes d'ailleurs, dans le cas des élections municipales. Donc un client insatisfait, c'est un électeur mécontent. Donc quand vous tournez les choses poliment dans ce sens-là, les pouvoirs publics comprennent bien que améliorer la qualité de service délivré et la satisfaction du voyageur, c'est aussi rendre l'électeur plus content. Là, vous avez beaucoup de chance parce que c'est quand même... J'ai pas dit qu'on réussissait, j'ai dit que c'était ce qu'on essayait de faire. C'est un levier très puissant, un levier de changement très, très puissant pour les politiques. Bon, et merci beaucoup. À Air France, vous avez, je pense, une certaine expérience des visites mystères puisque vous en réalisiez depuis un certain temps avec un prestataire extérieur. Pendant combien de temps les avez-vous réalisés de cette manière ? C'est-à-dire, en fait, quelle expérience avez-vous et de quelle expérience profitez-vous pour réussir la transformation du dispositif tel que vous êtes en train de la conduire ? Alors écoutez, ça fait je ne peux même pas vous dire, mais ça fait au moins une quinzaine d'années qu'on avait lancé ce produit, qui est un produit qui n'avait pas beaucoup bougé, qui était un produit en fait à base d'un questionnaire papier que le client mystère prenait avec lui pour remplir pendant son vol. Mais c'est vrai que le fait de s'être associé avec KLM, le fait d'avoir le client encore un petit peu plus au centre des besoins de l'entreprise et le fait surtout de devoir adapter très régulièrement
notre suivi de la conformité, parce qu'il y a des nouveaux produits, parce qu'il y a des nouveaux standards, parce qu'il y a des nouveaux engagements, en fait qu'on s'est dit c'est peut-être le moment de changer un petit peu ce produit-là et d'avoir une version digitalisée, puisque maintenant la réponse se fait online directement par une application que le client possède sur son iPhone, sur son BlackBerry, etc. Et on s'est dit c'est peut-être l'occasion de modifier un petit peu le produit, de le rendre plus fiable, plus réactif, je dois dire. Mais enfin, ça reste inscrit dans une tradition, je dirais, professionnelle de la qualité chez Air France KLM. Enfin, on n'a jamais coupé le cordon, ça reste un fil conducteur, un fil rouge. Donc, vous n'avez pas de difficultés sensibles pour mettre en œuvre des mesures d'amélioration entre chaque visite? Non, alors, entre chaque visite, on attend quand même d'avoir un volume suffisant pour pouvoir en tirer des conclusions. Hein, parce que c'est vrai que quand on a une ou deux visites, on cherche toujours à pouvoir avoir quelque chose d'un petit peu plus représentatif. Ce qu'on fait en revanche, c'est que pour tous les éléments pour lesquels on a des indices de conformité qui sont élevés, on réfléchit à aller un peu plus loin. C'est-à-dire aller au-delà d'une promesse simple client, mais se dire qu'est-ce qu'on peut développer un peu plus, qui soit un petit peu plus, qui soit encore mieux perçus que nos engagements qualité, ce qu'on appelle d'ailleurs dans notre jargon des signatures de service, qui vont au-delà d'un sourire ou d'un bienvenu à bord, mais qui peuvent être une relation encore plus personnalisée, etc. Donc c'est un outil qui nous permet également d'avancer, c'est-à-dire de se dire qu'est-ce que je peux faire encore mieux, sachant que ça, je l'ai déjà réalisé. Donc c'est aussi en termes de motivation des équipes, premièrement, très souvent un sujet de satisfaction, mais c'est aussi un moteur qui nous permet de réfléchir ensemble à la possibilité d'aller plus loin et d'avancer un petit peu plus en termes de qualité. Et je dois dire un petit mot également pour notre partenaire néerlandais, qui n'avait pas cette démarche de suivi de la conformité. Ils s'y sont mis aussi, et je dois dire qu'ils avancent à toute vitesse et que ça se ressent en termes de satisfaction et de conformité. Merci beaucoup. Chez McDonald's France, que mettez-vous en place pour améliorer les résultats? Petite question. Comme j'ai pu vous l'expliquer tout à l'heure, donc nous allons utiliser les résultats que nous obtenons des visites mystères pour auditer et recenser les besoins en termes d'accompagnement que nous pouvons redescendre au travers de nos restaurants pour les équipes. Donc, on travaille beaucoup en accompagnement avec des outils de formation, des guides, quand on développe un nouvel équipement, nouveau modèle, nouvelle méthode de travail, ou tout simplement dans la vie des restaurants, on multiplie des campagnes promotionnelles de nouveaux produits. On va avoir des modes de fabrication qui vont accompagner et qui sont expliqués aux équipes. On va utiliser donc les visites mystères pour regarder, recenser ce qui va être fait, si des améliorations doivent être portées. Pour vous donner un exemple, l'année dernière, nous avons lancé une gamme de wraps en France. Cette gamme de wraps, on a fait 3 fois ce que nous avions prévu. Donc la qualité de notre service a été mise à épreuve. On a partagé avec nos franchisés des solutions qu'on pouvait mettre en place. On a vu ça au travers de bien sûr, des remontées des restaurants, mais les visites mystères on les reçoit tous les 2-3 jours, nous ont tout de suite montré qu'on avait besoin d'améliorer la fabrication de ces produits. Donc on s'est mis en relation avec nos franchisés. On a testé avec leur soutien et leur concours, comme on le fait à l'accoutumée, les améliorations qu'on pouvait apporter pour simplifier les opérations au restaurant au profit d'une meilleure satisfaction de nos clients derrière. Et donc notre courbe de dégradation qu'on a connue sur les 2 premières semaines, dès qu'on a mis nos actions en place, se sont tout de suite ressenties au travers des résultats. Donc on va avoir un baromètre qui évolue vraiment au fil du mois. On peut voir des actions qui sont mises en place. Donc on va avoir des actions à court terme, mais également des actions à long terme. Un point pour rebondir également sur ce qui a été dit, sur les différentes structures qui peuvent rentrer en compte. Même si McDonald's évolue dans un milieu qui est
très normé, la viande, la taille de la viande, la taille des pains, tout est structuré, tout est normé dans un restaurant McDonald's. Les restaurants sont normés, mais l'activité, elle, est complètement disparate de pays à pays. Donc ça, c'est un point qui est très important. La France, par exemple, est un peu atypique dans le reste du monde. Nous réalisons 70% de notre activité sur les périodes de pointe, 12h, 14h, 19h, 21h. Pour vous donner un exemple, les États-Unis réalisent 30% de leur chiffre d'affaires, eux, sur le petit déjeuner. Voilà, le matin. Donc, notre outil de notation, il est mondial sur les visites mystères. Et ça a été un gros point qui a été travaillé. On avait une grille qui était technique, uniquement technique. Et ces différentes disparités de pays à pays, d'activités telle qu'elle est faite suivant les différents continents, avaient une répercussion sur ces notations et par exemple sur les temps de service, sur d'autres points, qui permettaient que très difficilement d'avoir une lecture commune entre différents pays. Les résultats ressortis des notes, des normes entre les États-Unis, l'Australie, le Japon et la France étaient complètement dissociés et il était très difficile de pouvoir donner une ligne directrice mondiale sur une méthode pour améliorer par exemple le service sur l'ensemble des continents, puisque ça devait tenir compte de tous ces paramètres. Donc de cette grille de notation très normée, technique, McDonald's a mis en place pour le monde entier une liste d'items qui est extraite de cette notation technique, qui est faite partout dans le monde et dont les résultats peuvent être très différents, avec les critères que nous connaissons, avons étudiés, qui représentent la satisfaction optimum des clients et qui est la même pour tous les pays du monde. Si on n'a pas accueilli un client correctement, s'il a eu un sandwich froid, s'il a eu des frites froides, si le restaurant n'était pas propre. Ces quelques critères très simples sont le lien commun, le trait d'union entre tous les pays et qui permettent d'avoir vraiment une vision globale et de rejoindre, comme vous pouviez l'évoquer, entre un mystery shopper qui va être fait dans un ferry ou dans un métro, on est dans deux milieux complètement différents. Il y a des critères de satisfaction, eux, qui restent universels et qui vont impacter directement la satisfaction client. Donc ces points permettent d'avoir, de par au niveau global, même avec toutes les diversités qu'on peut connaître dans les différents pays, différentes gammes de produits, etc., d'avoir des lignes directrices et des plans d'action qui vont émaner du global pour la généralité des items et qui vont être ensuite repris par chacun des pays, qui vont adapter, qui vont eux pousser par rapport aux paramètres ou aux critères du pays en particulier. Mais c'est très important d'avoir un trait d'union. On a implanté dans de nombreux pays d'avoir un sens de lecture commun, même s'il ne concerne que quelques items, pour vraiment pouvoir challenger les pays. Parce que auparavant, on avait du mal à se regarder entre un Japon, la France, et c'est assez compliqué. Et ces différences culturelles font vite que les résultats des voisins ou les bonnes actions qui sont mises en place, comme il y a cette différence de lecture, on ne va pas forcément aller voir ce qui se fait de bien et qui pourtant est duplicable sur un autre continent. Oui, sur cette question-là, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait des résultats et comment est-ce qu'on peut progresser du coup, de mon point de vue, il y a deux idées qui sont très importantes. En tout cas, dans une organisation comme la nôtre, qui est une organisation donc en réseau, on va avoir un siège, puis après on a des réseaux qui sont un réseau avec des points de vente. La première, c'est qu'il faut résister à la tentation qu'on a tous de, quand on travaille au siège à la tête du réseau, de se dire « Ah, si seulement dans mon réseau, ils exécutaient correctement les choses et qu'ils faisaient bien les choses et que les choses étaient bien faites et que les standards étaient respectés, ça irait mieux. » Et à contrario, les gens qui sont dans le réseau, « Ah, si au moins, au siège, on nous faisait des choses moins compliquées à exécuter, ça serait plus facile pour moi de respecter les standards. » Donc cette tendance naturelle de rejeter vers l'autre
le sujet de l'exécution de la qualité, il faut arriver à résister à ça. Et donc effectivement, chez McDo, ce qu'on a assez bien fait de mon point de vue, c'est prendre conscience que à la fois il y a une question d'exécution dans le réseau, du respect des standards, bien évidemment, mettre du personnel, le former, le motiver, le rémunérer correctement, mais aussi forcément à l'échelle de la nation ou même du monde, comme le disait Eric, on va probablement voir un certain nombre de points forts, c'est-à-dire des choses qui sont relativement bien faites à peu près partout, et probablement qu'on va voir des points faibles, c'est-à-dire des choses qui sont plutôt moins bien faites ou faites de manière assez inégale ici ou là, que ce soit dans la région, dans le pays ou au niveau mondial. Et ça veut dire qu'on a un problème de système, c'est un point faible mondial, un point faible de système, et qu'il faut donc s'atteler à trouver les solutions pour donner plus de chances à ce que les choses soient faites correctement dans le réseau. Donc pas simplement repousser la faute, entre guillemets, sur les autres. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez bien fait chez McDo, où on arrive à équilibrer les choses de ce point de vue-là et travailler, comme Eric le disait par exemple, si on se rend compte au plan mondial qu'on a un problème de rapidité de service dans telle ou telle région ou tel pays, eh ben, probablement qu'il faut trouver des solutions. Et par exemple, on est en train de travailler sur nos cuisines en ce moment en France, et on va probablement changer dans les années qui viennent l'intégralité de nos cuisines pour se donner plus de chances de servir les produits rapidement et les produits chauds à tous les clients, avec des produits qui seront faits à la mesure, au fur et à mesure de chaque commande des clients. Donc ça, c'est un premier point. Et après, sur le deuxième point qui me paraît important, quand on met un programme de ce type-là en place dans un réseau, c'est comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir donner, encore une fois, des résultats qui sont, et Eric en parlait à l'instant, qui sont tangibles, qui sont pratiques et qui sont compréhensibles par des gens qui sont effectivement ceux qui font la qualité, qui font le service, qui font la propreté, qui font les standards. Et donc là, Eric faisait par exemple mention de cette idée, c'est parmi la totalité des points de notre grille, parce qu'on est très fort bien sûr pour avoir plein d'idées sur plein de standards et plein de choses qu'on doit faire correctement, mais comment j'extrais ce qui est le plus important et comment je le transforme en choses qui sont concrètes et sur lesquelles les personnes qui sont en contact avec la clientèle vont pouvoir effectivement agir. Et puis du coup aussi, bien sûr, la question qui se pose toujours, c'est quelles sont les conséquences positives ou négatives des résultats de ces visites. C'est-à-dire comment est-ce qu'on intègre ça ou pas beaucoup, ou tout à fait dans le système de rémunération variable par exemple, pour les bonnes performances, dans le système de sanctions pour les mauvaises performances. Et ça, la question se pose aussi bien à l'échelle bien sûr du point de vente qu'à l'échelle de la région, de la nation, du monde pour McDo. Et c'est vrai que notre système de visite mystère est un des outils de mesure de la qualité. Il y en a d'autres, comme on le voyait avec Air France, où il y a d'autres éléments de mesure. Mais en gros, à peu près tout le monde au siège chez McDo France est intéressé aux résultats moyens des visites dans les restaurants. Et moi, dans mes restaurants, tous mes employés sont intéressés aussi aux résultats de la visite mystère. Donc après, il faut être astucieux, il ne faut pas mettre trop de poids sur ça, parce que après les gens font bien sûr ce qu'on leur demande et n'importe quoi, surtout si ça leur permet d'augmenter largement leur salaire. Donc il faut être astucieux sur le poids qu'on donne et quels sont les critères qu'on choisit. Et il faut en choisir plusieurs parce qu'il n'y a pas que la qualité produite. Mais ça, c'est un élément qui est bien sûr important, c'est les conséquences positives ou négatives pour les gens qui sont en charge de produire de la qualité. Merci. On voit que le sujet est vraiment très vaste et passionnant et qu'à chaque fois on tire un petit morceau de ficelle et il y a une pelote qui apparaît et des tiroirs qui s'ouvrent. On n'a malheureusement pas le temps de tout voir en profondeur. Il nous reste quelques minutes, Monsieur Kera. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous faites pour améliorer la qualité et exploiter les résultats à la Poste, en complément peut-être de ce qui a été dit jusqu'alors? Peut-être dire que, en effet, ce qui compte, c'est l'outil, mais c'est ce qu'il y a autour. Et naturellement, il faut que... Enfin, nous, on a mis en place un dispositif qualité support pour aider les opérationnels par rapport aux résultats. Il ne suffit pas de dire voilà les résultats de la visite et puis débrouillez-vous. Donc la première chose quand même qui est importante, je pense, de dire, c'est l'accompagnement par des fonctions support pour ne pas laisser l'opérationnel tout seul se débrouiller avec le résultat de la visite. La deuxième chose, c'est en termes de management, cette fois-ci, nous, par exemple, les résultats ne sont pas simplement mis sur l'intranet, si je puis dire,
Ils sont présentés en comité exécutif du métier des bureaux de poste, du métier de l'enseigne, où vous avez les patrons des régions. Donc chaque semaine, les patrons des régions, chaque mois, les patrons des départements sont informés des résultats et évidemment préparent cette réunion par rapport à ces résultats. Donc je pense que c'est bien un ensemble de choses. Évidemment, c'est pas simplement envoyer un résultat. L'autre chose, je crois, c'est qu'en termes de maturité, c'est d'arriver à montrer que c'est un outil parmi d'autres et que ça ne doit pas être quelque chose qui tombe sur la tête des agents et qu'il faut qu'eux-mêmes attrapent le sujet. Donc nous, par exemple, dans les bureaux de poste, ils font des auto-mesures, c'est-à-dire qu'ils mesurent eux-mêmes comme s'ils étaient visiteurs mystères, sauf qu'ils ne le font pas évidemment quand c'est le coup de feu, donc j'en tiens moins compte, on va dire, pour la partie rapidité du service. Mais en tout cas, c'est très important que le guichetier, chaque jour, fasse avec la grille du visiteur mystère, est-ce que le bureau est propre, est-ce que les automates fonctionnent, et comment on travaille. C'est très important. L'autre chose qui est très importante, c'est le regard de l'autre patron du bureau de poste, le père. Finalement, c'est de l'inviter à venir assez souvent dans son bureau et de lui dire « Qu'est-ce que tu vois ? Avec tes yeux à toi d'opérationnel, qu'est-ce que tu vois chez moi ? Et évidemment, ensuite, je viendrai chez toi. » Mais quand c'est dit par celui qui a les mêmes soucis, les mêmes sujets, c'est évidemment beaucoup plus important. Et puis enfin, peut-être terminer sur utiliser un petit peu aussi les nouvelles technologies. Pour le moment, on l'a fait que sous forme de test, mais on a mis quelques iPads dans les bureaux de poste pour que les clients puissent eux-mêmes dire s'ils sont contents ou pas contents de la prestation. Voilà, tout ça pour dire que le sujet de mesurer ce qui se passe est clé. Et après, il y a différentes façons de le faire. Il faut renouveler, sinon on peut finir par avoir chaque mois le moment des visites. Alors c'est très solennel au début, donc il faut évidemment renouveler sans cesse le plaisir. Et je pense que dans ce que j'ai pu vous montrer sur la mesure par l'iPad, l'automesure par le guichetier ou la visite de l'autre patron de bureau de poste, ce sont des choses qui permettent de mettre sous tension tout un dispositif comme celui des bureaux de poste. Merci. Merci aux intervenants. Nous avons dépassé le temps de 2 minutes pile. Il est 16h, il est 17h30. Si vous avez le goût et le temps de poser des questions, nous y répondrons avec plaisir. Faire circuler un micro. Bonjour, merci pour ces explications. Vous avez tous parlé de grilles qui ont l'air très très riches et très très complètes, mais qui mesurent, en tout cas à mon sens, des services de base. Quand je vais chez McDo, oui, je m'attends à avoir un sandwich chaud et des frites chaudes. Et quand je vais chez Air France, oui, je m'attends à ce qu'on me dise bonjour quand je rentre dans l'avion. Ça me paraît juste le minimum. Après que vous vérifiez ça dans vos standards, c'est très clair. Je travaille pour ma part dans une banque et moi, ce que j'aimerais mesurer et ce qu'on espère mesurer avec nos visites mystères, où il y a plein de critères aussi de standards, qu'on accueille le client avec le sourire, qu'on le serve, qu'on le conseille comme il faut, dans son souhait et dans son besoin et dans son projet, c'est qu'ils sortent avec un waouh. Voilà, que son ressenti, qu'on arrive à mesurer son ressenti, qu'on arrive à mesurer et à orienter nos collaborateurs pour que, effectivement, on aille plus loin que le bonjour, que le bon service au bon moment, que lui demander les papiers de façon correcte. Et je voulais savoir, dans vos entreprises, comment vous mesuriez ce ressenti client et d'abord, est-ce que vous le mesurez et si oui, de quelle façon et comment vous le rendez aux collaborateurs? Qui veut répondre sur la Wow Experience? Moi, je peux vous répondre, enfin j'espère, au niveau d'Air France. Donc comme j'ai mentionné, on mesure 2 choses. La première, comme vous le mentionnez, c'est la promesse client, donc la promesse de base. Mais on a une étude en parallèle qui est menée sur la satisfaction. Donc en fait, ce qu'on demande dans cette étude, c'est est-ce que le passager a été content, pas content, extrêmement content, ou le phénomène waouh.
Donc en parallèle, on regarde est-ce que le service promis a été rendu, et de l'autre, de quelle manière le client l'a apprécié. Donc on arrive à voir les clients très insatisfaits, qu'on rappelle, on analyse pourquoi, etc. Et les clients waouh, avec qui en général on prend contact également. Donc conformité et satisfaction, effet waouh, sont un petit peu liés également chez nous. Nous, très rapidement, c'est une réponse qui va vous décevoir. On a pensé que la visite mystère n'était pas un bon outil pour mesurer ce à quoi vous pensez. Donc nous, on est vraiment à la recherche de la mesure des critères de satisfaction de base. Et nous, on n'est pas à 100%. Et si vous mangez chez McDo, vous le savez, des fois c'est bien et des fois c'est moins bien. Donc nous, c'est pas ça qu'on fait avec notre outil de visite mystère. Et on le fait avec d'autres outils qui sont effectivement des outils de mesure de la satisfaction client, des panels, etc. Donc on a d'autres batteries, mais on a choisi de ne pas faire ça avec la visite mystère. Et au contraire, quand on a mis en place notre système de visite mystère, comme on a 2 visites par mois et par restaurant, on a concentré nos efforts pour que les visiteurs mystères ne nous donnent pas leur opinion, mais fassent un travail factuel de mesure précise de respect des standards. Donc on ne leur demande pas s'ils trouvent que c'est, je sais pas quoi, on leur demande de nous dire combien ils ont attendu avec un chronomètre. L'objectif de tels dispositifs est déjà d'assurer ce qu'on va appeler le service de base, mais de l'assurer tout le temps et à tout le monde. Parce que ça ne sert à rien que si dans une organisation, il y a quelques clients rares qui bénéficient d'une wow expérience qui évidemment vont devenir des avocats, si en même temps beaucoup de clients sont déçus parce que le service de base n'est pas assuré. Donc le premier objectif, c'est d'assurer le service de base tout le temps à tout le monde, quelles que soient les circonstances, entre guillemets, bien entendu. Mais ce que l'on peut observer, c'est que lorsque les personnels au contact, ou bien le management de proximité, voire même le management au-dessus, voire les acteurs de l'amélioration des résultats qui sont par exemple les formateurs, lorsque tout ce dispositif est mis en branle et qu'on est vraiment dans un changement, dans un mouvement pour assurer la satisfaction du client, même si ça n'est au travers que des services de base, eh bien on se rend compte que les personnels ont des ressources en matière d'accueil client qui font que spontanément, tout simplement parce que ça leur fait plaisir, parce qu'ils voient le résultat immédiatement, spontanément, ils vont mettre en œuvre un service supérieur au service de base. Et là, dans certains cas, ça va engendrer une wow expérience. Mais je pense qu'avant déjà de faire dans l'exceptionnel, il faut déjà faire dans le quotidien et réussir très bien le quotidien. Juste un mot, c'est vrai que pour nous aujourd'hui, dans nos enquêtes de satisfaction, qui ne sont effectivement pas les visiteurs mystères, le fait que le guichetier aille vers le client avec le sourire en lui demandant qu'est-ce que je peux faire pour vous, ça c'est du waouh à chaque fois. Donc on sait que ça ne durera pas toujours parce qu'on finit par s'habituer à tout ce qui est aux bonnes choses. Et donc, en fait, on a un chantier qui s'appelle Esprit de service à la Poste, qui est vraiment de travailler sur les attitudes de service. Donc, il y a des formations qui s'appellent service gagnant, etc. Mais pour arriver à rester dans ce niveau-là, c'est vraiment uniquement s'il y a de la conviction des collaborateurs et s'ils sont bien pour le faire. Alors, c'est pour ça que dans le chantier Esprit de service, on travaille beaucoup sur l'idée de dire pour qu'il y ait un sourire client, il faut qu'il y ait un sourire collaborateur. Et c'est donc une fois que j'ai dit ça, que tout commence pour essayer de travailler, mettre le collaborateur dans les conditions d'être bien le plus possible, sans cacher des choses qui sont forcément compliquées quand on est sur un plateau téléphonique, dans un bureau de poste ou tout ça. Oui, je voulais juste parler à la place de Marielle, puisqu'elle est partie. En fait, nous, on a une grille en fait, qui est un petit peu originale, parce que en fait, elle mesure l'expérience client. Il y a une partie qui est factuelle, qui est donc objectif, conformité. Mais on a voulu avoir une petite touche un peu différenciante et on a fait une partie qui est un peu laissée à la spontanéité des enquêteurs mystères, qui est en fait un ressenti sur l'expérience client, qui est analysé séparément de la partie objective, mais qui apporte un plus dans l'analyse du parcours client. Voilà. Alors c'est effectivement différenciant. Ça n'est pas exempt de risque.
ça n'est pas exempt de risque parce qu'il est évidemment à la lecture d'un rapport de résultats. Il est certain que l'opérateur, quand il va trouver de la chair autour des os, c'est-à-dire des commentaires, du vivant, du ressenti, de j'aime, j'aime pas, c'était formidable, quel accueil, je reviendrai, etc., c'est certain que c'est plus intéressant que quand on voit qu'il y a 9,2 ou bien 7,3 à tel item. Mais le risque, c'est qu'on se jette là-dessus, on oublie le reste. Or, ça n'est que du ressenti, surtout quand on n'a qu'une visite par an. Et l'hirondelle ne faisant pas le printemps, il est certain qu'on peut se le permettre, mais lorsque déjà les services de base sont assurés régulièrement. C'est juste une petite expérience. C'est analysé séparément. Mais la nature humaine étant ce qu'elle est, elle aime mieux les commentaires que les chiffres. Voilà. Autre question. Oui, je voulais simplement savoir si vous envoyez des clients mystères chez vos concurrents ou est-ce que vous avez une analyse des pratiques de vos concurrents pour ceux qui en ont. Alors pour notre part chez McDonald's, non. Voilà, on n'a pas d'analyse des résultats de nos concurrents. C'est une clause aussi dans notre contrat avec notre partenaire. Donc voilà, ils ont une clause de non-concurrence. Donc on fait une liste des prestataires voilà, avec lesquels on ne veut pas que notre prestataire travaille. Voilà. Je pense que c'était pas la question, c'est est-ce que nous on va chez Quick par exemple. Et donc, c'est une option qui est disponible avec le système, qui est laissée, donc c'est pas fait d'un point de vue national, mais c'est une option qui est disponible pour le franchisé. Et donc, s'il veut envoyer notre société de service mystère chez un concurrent pour pouvoir donner au niveau du marché une évaluation du restaurant par rapport à ses concurrents, c'est une option qui est possible, qui n'est pas très utilisée, je crois, mais qui est possible. Et par contre, on a des évaluations de la concurrence qui se font à échelle plus large, mais là, pas sur des systèmes de visite mystère, avec des systèmes plutôt d'interrogation des consommateurs par téléphone. Et dans l'aérien, nous avons au niveau de la mesure de la satisfaction, en fait, plusieurs transporteurs aériens, une vingtaine, se sont mis d'accord pour réaliser une étude commune, unique, avec les mêmes questions, avec le même reporting, ensemble. Donc nous avons tous les 3 mois une étude qui inclut Air France KLM, qui inclut Lufthansa, British Airways, Emirates, etc., où chacun voit les résultats des autres. Donc c'est un vrai outil de benchmark qui est communiqué à tout le monde a la même copie. Donc en plus de la mesure de la satisfaction, on arrive à se comparer aux autres. C'est assez enrichissant d'ailleurs. En ce qui concerne les visites mystères, chez les concurrents, bien entendu, c'est extrêmement pratiqué. Il y a un écueil qui est qu'il est possible que chez le concurrent, les critères de qualité de service que l'on souhaite mettre en œuvre ne soient pas exactement les mêmes que celui dans l'enseigne, et que ça fasse partie des éléments de différenciation, auquel cas on ne mesure pas la même chose. C'est très pratiqué et c'est très valorisé aussi, et c'est très utilisé, mais ça doit être utilisé avec précaution parce que soit vous êtes moins bon, et donc ça va remonter, ça va décoiffer dans l'enseigne, soit vous êtes meilleur et vous pouvez avoir le risque de vous arrêter un peu sur votre lancée. Je crois qu'il y a une question là. Timide. Une dernière question. Merci. Oui, moi j'avais une question pour tout le monde, enfin les 3 sociétés. Est-ce que lorsque vous établissez vos critères de qualité, vous vous basez sur des présomptions, c'est-à-dire votre équipe de collaborateurs se base sur des présomptions par rapport aux critères de qualité client, ou est-ce que vous impliquez vos clients dans la détermination de ces critères ? Alors, vous voulez dire, est-ce que les grilles et les critères d'évaluation de la qualité servie sont mis en place par les clients ?
Ou est-ce que les clients y contribuent? Ou bien est-ce que c'est le siège, en gros, pour faire court, est-ce que c'est le siège qui décide arbitrairement? Quand on a écrit les standards de service, on les a fait avec les clients et les guichetiers et les patrons de bureau de poste. On est vraiment parti du parcours client, qu'est-ce qui est important pour le client et donc qu'est-ce qu'on donne comme objectif. Et c'est ça qu'on mesure, évidemment. Et ce qui a été dit dans l'expérience McDonald's, ce qu'a dit M. Sadier, c'est qu'au niveau international, il y a suffisamment de mesures pour déterminer et des études complémentaires qui ressortent des études de satisfaction ou des études qualitatives sur les attentes, etc., pour déterminer quels sont les 5 critères qui sont fondateurs, mais à un niveau très important, de la satisfaction client. Donc ce sont les incontournables. Ceux-là, il ne faut pas les louper. Les autres, on va dire, bon, c'est du plus. Mais ceux-là, il ne faut pas les louper. Et on sait qu'ils sont, et d'ailleurs dans tous les pays. Et là, on arrive aussi à, disons, au concept de l'enseigne. On ne vient pas manger du jambon beurre chez McDonald's. Donc... Si, maintenant. Hein. Ah, c'est nouveau. Presque. Je n'y vais pas assez souvent. Mais... Indépendamment de l'aspect culturel. Oui. Oui, indépendamment de l'aspect culturel. On vient pour manger vite, à toute heure, des sains, sains sans attendre, etc. Je peux peut-être tempérer un peu l'histoire de l'aspect culturel, parce qu'on se rend compte chez nous, un passager chinois n'a pas les mêmes attentes, n'a pas les mêmes besoins, n'a pas les mêmes niveaux de satisfaction qu'un passager américain ou qu'un passager européen. Donc chez nous, on part d'une énorme, je dirais, quantité d'informations qu'on a en termes de satisfaction, de conformité, de benchmark, de ce que fait la concurrence, pour définir un peu l'expérience client sur laquelle on se base pour après définir des critères et des promesses clients. Avec toujours un point extrêmement important, est-ce qu'on peut le délivrer? En gros, est-ce que cette promesse-là, ce n'est pas une promesse en l'air, mais est-ce qu'on est capable, au niveau des opérations de l'exploitation, de vraiment tenir notre promesse et de le faire? Donc en fait, ça part d'une analyse permanente, je dirais, des retours qu'on a, de ce que fait la concurrence, des tendances, pour définir le produit. À partir de ce produit, on décline des promesses, des engagements qu'on communique aux clients, etc., etc.